Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, une réforme du statut général de la fonction publique est en cours au Togo. Le but est de rendre cette dernière plus moderne et efficace en corrigeant les faiblesses du statut actuel. Aussi, les cybercrimes augmentent pendant les périodes de fête selon l'Agence nationale de la cybersécurité. Comment faire pour renforcer la sécurité des données afin d'éviter les arnaques diverses? Vous le saurez dans ce journal. À l'international, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a renvoyé son premier ministre après avoir dissous le Parlement. Il a accusé les députés d'avoir essayé de le renverser lors des violences du 1er décembre. On ira plus en détail dans quelques poignées de secondes. Et puis la tragique explosion et incendie qui a eu lieu au principal dépôt de carburant en Guinée, plongeant la capitale Conakry dans le deuil et le chaos. Les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de cette catastrophe. Voici tout pour le menu de ce soir. Place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le gouvernement togolais vient d'amorcer une réforme du statut général de la fonction publique. Il s'agit de moderniser et de renforcer la fonction publique au Togo en palliant les lacunes du statut général de la fonction publique actuelle. Plus de détails dans cet élément de Bernard Canvi. Les fonctionnaires togolais depuis plusieurs années se battent pour obtenir une amélioration de leurs conditions de vie. Sur le sujet, l'exécutif togolais compte apporter une réforme du statut général de la fonction publique. En effet, la réforme devra permettre au pays d'améliorer la cohérence d'ensemble et l'application du statut général de la fonction publique, de promouvoir la culture de performance et de rendement à partir d'évaluations basées sur des critères prédéfinis. Aussi de renforcer le système d'imprégnation, de formation et de perfectionnement au début et tout au long de la carrière du fonctionnaire. Selon le gouvernement, la refonte du statut général de la fonction publique permettra aussi d'améliorer les procédures de recrutement pour favoriser l'attraction et la rétention des talents dans la fonction publique. Pour rappel, le statut actuel est en vigueur depuis une décennie. Toutefois, selon la dernière opération complète de dénombrement des fonctionnaires qui remonte à 2011, leur effectif total varierait entre 54 000 et 60 000. Tout comme Reporters sans frontières, UNESCO évalue les atteintes aux professionnels des médias en 2023, mettant également l'accent sur les défis auxquels sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leur métier. Les détails. Le métier de journaliste connaît actuellement des défis croissants, avec une augmentation préoccupante du nombre de journalistes rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Selon un récent rapport de l'UNESCO, 65 journalistes ont perdu la vie en 2023, faisant de cette année une période particulièrement meurtrière, surtout dans les zones de conflit. Le dernier trimestre de l'année a enregistré à lui seul 27 décès, marquant ainsi la période la plus meurtrière depuis 2007. Le rapport souligne les nombreuses menaces auxquelles sont confrontés les journalistes, notamment les agressions physiques, la confiscation de matériel, l'interdiction d'accès aux sites de reportage et les détentions. Ces incidents ont des répercussions graves sur l'accès à l'information, tant pour les populations locales que pour le reste du monde. L'UNESCO exprime une inquiétude particulière concernant la montée de la violence à l'égard des journalistes en période électorale. Entre janvier 2019 et juin 2022, le rapport documente 759 attaques dans 70 pays, dont 5 meurtres. Or, 2,6 milliards de personnes vont se rendre aux urnes dans plus de 60 pays l'année prochaine. Rappelons que Reporters sans frontières a également abordé la question de la sécurité des journalistes, notant cependant une baisse globale du nombre de journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions à l'échelle mondiale. L'épiscopat togolais a donné sa position par rapport au document publié par le dicaster du Vatican sur la bénédiction des couples homosexuels. La conférence des évêques du Togo, à travers une mise au point, demande aux prêtres togolais de s'abstenir de cette bénédiction. Selon elle, ces unions ne sont pas conformes à la Bible et à l'enseignement de l'Église catholique. Plus de précisions dans cet élément signé Kofi Kligé. Bénédiction des couples homosexuels, bénédiction hors liturgie, des termes qui portent toujours confusion dans les esprits.
Que l'on soit catholique ou non, le sujet intéresse tout le monde. Certaines églises catholiques réagissent par rapport à la décision du Vatican. La conférence épiscopale du Togo est aussi revenue sur le sujet dans une mise au point. Rendue publique le 20 décembre dernier, cette mise au point s'aligne sur celle faite par nombre d'églises catholiques. La conférence épiscopale du Togo recommande aux prêtres catholiques togolais de s'abstenir de pratiquer la bénédiction des couples du même sexe. Selon elle, conformément à la Bible et à l'enseignement de l'Église catholique, l'homosexualité est présentée comme une dépravation grave, intrinsèquement désordonnée, puisqu'elle est contraire à la loi naturelle et ferme l'acte sexuel au don de la vie. Ainsi, elle ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas. Par ailleurs, la conférence des évêques du Togo recommande que des personnes engagées dans des relations de même sexe soient accueillies avec respect, compassion et délicatesse. L'Agence nationale de la cybersécurité alerte sur une hausse des cybercrimes pendant les périodes de fête. Il recommande une meilleure protection des données face aux escroqueries variées. Harold Messin-Ato nous donne plus de détails dans cet élément. L'Agence nationale de la cybersécurité, ANSSI, met en garde contre l'augmentation des activités cybercriminelles pendant la période des fêtes, mettant en lumière plusieurs escroqueries courantes utilisées par les cybercriminels. Les escroqueries les plus fréquentes comprennent l'utilisation de mails frauduleux, de sites web contrefaits et d'identités fictives pour tromper les individus. L'ANSSI souligne l'importance de la vigilance, en particulier sur les réseaux sociaux et lors des achats en ligne. Il est fortement recommandé de protéger les informations personnelles et financières pour éviter d'être victime d'escroqueries. Les cybercriminels utilisent diverses méthodes, dont le phishing par email, les arnaques liées aux faux sites web, les escroqueries sur les réseaux sociaux, les fraudes aux investissements, les fraudes aux loteries, les arnaques aux faux antivirus, le hameçonnage par SMS, les arnaques liées aux crypto-monnaies et les fraudes aux faux supports techniques. En parallèle, malgré les défis économiques, le marché des smartphones en Afrique connaît une reprise notable avec une augmentation des expéditions de 12%. Cette croissance souligne l'importance d'une sensibilisation accrue à la cybersécurité, notamment pendant la saison des fêtes où les activités en ligne sont en sérieuse augmentation. La page internationale à présent, les récentes sanctions de la communauté internationale et de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont des répercussions économiques importantes sur le Bénin en raison de la fermeture des frontières entre les deux pays. Les revenus portuaires du Bénin sont en baisse et l'oléoduc reliant le Niger à la côte béninoise suscite des préoccupations et précisions. Impacté par les sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le président béninois Patrice Talon milite pour une sortie de crise. Devant le Parlement jeudi, il a appelé au rétablissement rapide des relations entre son pays et le Niger. Nous voulons d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. En plus des sanctions de la CEDEAO, l'oléoduc reliant le sud-est du Niger à la côte béninoise avait déjà poussé le chef de l'État béninois à assouplir sa position vis-à-vis de Niamey. Il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. La CEDEAO a de son côté ouvert le 10 décembre dernier la voie à un allègement de ses sanctions conditionnées par une transition courte pour un retour des civils au pouvoir. L'ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau a été démis de ses fonctions par le président Umaru Sissoco Embalo. Cette décision fait suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Embalo à la suite des affrontements du 1er décembre qu'il a qualifié de tentative de coup d'État.
Geraldo João Martins n'est plus le Premier ministre de Guinée-Bissau. Mercredi, le président Umaru Sissoco Embalo a mis fin à ses fonctions. Geraldo Martins avait été reconduit à la tête du gouvernement le 12 décembre, malgré la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Embalo. C'était suite aux attaques du 1er décembre dernier entre la garde nationale et l'armée. L'attaque avait fait au moins 2 morts dans la capitale Bissau et le président Embalo l'a tout de suite qualifié de tentative de coup d'État. Rui Duarte Barros est le nouveau Premier ministre de Guinée-Bissau, à la tête d'un nouveau gouvernement de 33 membres chargé de combattre la corruption dans ce contexte de crise. Il avait été chef d'un gouvernement de transition au début des années 2000, après avoir été ministre des Finances à la fin des années 90. Conakry est en deuil et en pagaille après le drame qui a frappé son dépôt de carburant principal. Une explosion et un incendie qui ont causé la mort à 18 personnes et qui ont blessé 200 autres. Le pays est en deuil national pendant 3 jours pour honorer les victimes. Les dégâts sont énormes et l'économie est bloquée. En Guinée, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé mercredi soir un deuil national de 3 jours. C'est en hommage aux victimes de l'explosion et l'incendie meurtrier du principal dépôt de carburant du pays à Conakry. Face à cette épreuve douloureuse qui affecte tout le pays entier, je décrète un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes à compter du jeudi 21 décembre 2023. Durant cette période, le drapeau national sera en berne sur l'ensemble du territoire et dans nos représentations diplomatiques. Le centre-ville de la capitale était toujours paralysé mercredi après le drame survenu dans la nuit de dimanche à lundi. La commune de Kaloum, centre des affaires à Conakry, a été durement frappée par l'explosion qui a provoqué d'importants dégâts matériels et mis à l'arrêt l'économie nationale. Le chef de l'État a aussi annoncé la reprise de l'approvisionnement en gasoil dans le pays, bien que la restriction des camions-citernes soit maintenue. Les élections générales en République démocratique du Congo ont connu des retards et des irrégularités, obligeant leur prolongation jusqu'à jeudi. Certains bureaux de vote sont restés fermés, suscitant des préoccupations en ce qui concerne la tenue d'élections justes et transparentes. Tandis que le gouvernement salue l'organisation globalement réussie du scrutin, l'opposition a déjà averti qu'elle n'acceptera pas d'éventuelles irrégularités. Avec des millions d'électeurs à appeler à choisir leur prochain président, le suspense plane en ce qui concerne l'issue de ces élections cruciales pour l'avenir du pays. C'est officiel en République démocratique du Congo. Les élections sont prolongées et vont se poursuivre ce jeudi pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir mercredi, a annoncé dans la soirée à la télévision officielle Denis Kadima, président de la commission électorale. Pour les électeurs comme Claude Lola qui ont eu la chance d'atteindre les urnes lors de cette journée électorale globalement chaotique, c'est un soulagement teinté d'une note d'espoir. Maintenant que nous avons voté, nous attendons la paix, que la guerre prenne fin et que la paix soit restaurée. En plus de l'insécurité qui plombe le processus électoral dans l'est du pays, certaines autorités du Nord Kivu, difficiles d'accès, ont été contraintes de reporter le vote à jeudi, n'ayant pas encore reçu le matériel électoral. Pitié Mumbara espère que tous les électeurs pourront participer au scrutin malgré ces désagréments. Je crains les dangers, la guerre qui pourrait éclater si tout le monde ne peut pas voter. Tandis que si tout le monde a le choix, ça devrait bien se passer. Pour Denis Mukwege, ces dysfonctionnements pourraient apporter une prise de conscience citoyenne.
Isabel dos Santos a subi un revers judiciaire dans sa bataille contre l'opérateur télécom angolais Unitel. Le tribunal de Londres a ordonné le gel de ses avoirs estimés à 735 millions de dollars. La femme d'affaires est accusée de s'être illégalement enrichie via la société Unitel International Holding et d'avoir omis de rembourser de près d'un montant total de 367 millions de dollars plus les intérêts. Reportage. Isabel dos Santos a perdu une bataille judiciaire contre l'opérateur télécom angolais Unitel. Mercredi, le tribunal de Londres a ordonné le gel de ses avoirs estimés à 735 millions de dollars. La femme d'affaires est accusée de s'être illégalement enrichie à travers la société Unitel International Holdings et d'avoir manqué à ses obligations de remboursement de deux prêts pour un montant cumulé de 367 millions de dollars plus les intérêts. Mais Isabel dos Santos, qui dit être victime d'une campagne d'oppression de la part de l'Angola, estime qu'Unitel est lui-même responsable de l'incapacité de sa société à rembourser les prêts en raison de son rôle présumé dans la saisie de ses actifs par l'Angola. Ce que nie l'opérateur télécom angolais. Unitel et UIH n'ont aucun lien, même si les deux sociétés portent le même nom, et la fille de l'ex-président angolais qui possède la société néerlandaise a démissionné de son poste de directrice générale en 2020. La justice britannique a donné un mois à Isabel dos Santos pour dévoiler tous ses actifs à Londres, Monaco et Dubaï. Traverser la frontière américano-mexicaine est un périlleux voyage que de nombreux migrants entreprennent pour trouver une vie meilleure. Malgré les efforts déployés pour renforcer la sécurité frontalière et réduire l'afflux des migrants, les chiffres montrent que ces mesures ne sont pas suffisantes. Des milliards de dollars ont été investis dans les opérations de contrôle et l'installation des barrières, mais les arrestations continuent. Parmi ces migrants, Abdul, originaire de la Mauritanie, incarcéré au Texas, aspire à une éducation et une vie épanouissante. Suivez plus tôt. Avant de s'installer à New York comme de milliers d'autres migrants, Abdul, originaire de Mauritanie, a dû traverser la frontière américano-mexicaine. Un voyage qu'il a entrepris de faire au péril de sa vie. Nouakchott n'était plus un endroit sûr selon lui. J'ai quitté mon pays à cause de la situation politique et de l'injustice. Pas de sécurité, je suis un activiste. Chaque fois que je veux revendiquer mon droit ou le droit de ma communauté, je suis persécuté. Je n'étais pas en sécurité là-bas. C'est pourquoi je suis parti. Abdul attend depuis une régularisation avant de travailler et de poursuivre ses études. Pour être arrivé illégalement sur le territoire américain, il a été incarcéré dans le cadre d'un plan de sécurité frontalière de plusieurs milliards de dollars. Sa mise en œuvre n'a pas permis de réduire l'arrivée des migrants. Quand je suis arrivé au Texas, j'ai été arrêté par la police. Plus de 12 500 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération Lone Star entre 2021 et octobre 2023. Abdul, lui, rêve d'une chose aujourd'hui. Je veux aller à l'école. Et mon rêve, c'est d'être bien éduqué. Dès mars prochain, le Texas prévoit d'allouer plus de moyens à la police afin d'arrêter les migrants tout en permettant aux juges locaux d'ordonner leur expulsion des États-Unis. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.